présentation, c'est une présentation que je vais faire avec mon collègue Éric Dano. Éric est directeur adjoint par intérim au projet majeur en transformation numérique et aussi à l'innovation. Aujourd'hui, on va vous présenter un projet qu'on appelle affectueusement ID 93, mais c'est un projet le long au plus long, là, c'est l'accessibilité linguistique et les outils numériques en appui à l'interprétation. Et ce qu'on souhaite, en fait, vous présenter, c'est où on en est rendu dans nos démarches et en fait, pourquoi on a décidé d'agir sur cet enjeu-là qui se présente à nous. Ensuite de ça, on va vous présenter notre équipe de travail, le projet en tant que tel, les objectifs du projet, les étapes et les différents livrables clés et à la fin, il va y avoir la liste des références. Donc, pourquoi agir? En fait, l'interprétariat, c'est, on l'a bien vu ce matin, hein, la quantité du nombre d'interventions qui est faite en présence d'un interprète est assez important au Québec. Et l'enjeu principal actuellement, ça concerne l'absence d'un cadre commun pour les outils d'interprétation qui permettent de mieux structurer les pratiques existantes et d'encadrer vraiment ces technologies-là qui sont de plus en plus présentes. Il y a différents constats qui ont été faits. Un des premiers constats, c'est les pratiques qui sont peu uniformes et encadrées. Donc, chaque intervenant est un peu amené à faire avec les moyens qu'il a, donc un peu à improviser selon les ressources disponibles qui se présentent à lui au moment où il est en intervention auprès d'un usager. Et ça peut inclure des outils technologiques comme Google Translate ou autres outils Apple qu'on connaît. Il y a aussi une forte variabilité selon les contextes et les régions. En fait, c'est que l'accès aux interprètes, ça dépend vraiment d'où la personne vient. Donc, à Québec versus, par exemple, sur la Côte-Nord, il peut y avoir des différences. Et du moment aussi, donc à quelle heure de la journée le besoin survient, et la langue. Parce qu'il y a plusieurs langues qui sont couvertes notamment par l'ABI du réseau, mais il y a des langues pour lesquelles c'est plus difficile d'avoir accès. Il y a aussi des décisions qui sont souvent prises sous pression. Donc, si un patient se présente à l'urgence, bien, on doit prendre une décision et on doit intervenir auprès de ce patient-là, qu'il y ait un interprète formel ou non, parce qu'il y a une raison médicale qui fait en sorte qu'il se présente là, dans nos urgences. Et ces décisions-là sont souvent prises sans guide clair, sans balise, en fait, et sans outils encadrés ou balisés qui sont mis à la disposition des personnes. Et finalement, les outils numériques sont déjà utilisés dans notre réseau de la santé. On a réalisé un sondage, 41% des personnes disent qu'ils utilisent de la traduction écrite et 28% de la traduction vocale. Mmh. Sur le terrain, pour la région de la capitale nationale, le nombre d'interventions qui sont faites en présence d'un interprète formel, c'est 51 pour les usagers allophones. De ce 51 %-là, il y a 27 que c'est des interprètes formels en présentiel. Formels à distance planifiée, ça représente 15 et à distance non planifiée, 9 Il y a 30 de ces interventions-là qui sont réalisées avec des interprètes informels, donc soit un collègue du milieu qui parle, par exemple, la langue de l'usager, ou aussi un membre de la famille. Et il y a 19 de ces interventions-là qui sont faites à partir des outils d'intelligence artificielle. Dans le réseau de la santé, par la hausse notamment de l'immigration dans les dernières années, les coûts ont explosé en matière d'interprétation. En 24-25, c'est 1,72 million pour la capitale nationale qui ont été dépensés en frais d'interprétation. Et sans un levier d'optimisation, c'est plus de 2 millions en 26-27 qui va être dépensé parce qu'il y a une croissance annuelle entre 5 et 10 de l'utilisation des interprètes. Le terrain, ce qui nous confirme, c'est qu'il y a 50 des répondants du CIUS de la capitale nationale, du sondage qu'on a réalisé, qui utilisent un interprète pour planifier des rendez-vous.
Donc, les communications non cliniques par l'interprète représentent des coûts dans notre réseau, pour notre réseau de la santé et plus spécifiquement aussi pour notre établissement. Les annulations qui sont causées par les usagers. Si si l'annulation se passe dans les 48 heures avant le rendez-vous, les interprètes ont une somme qui leur est payée. Ça représente 9 des coûts de la BI au complet. Donc, les annulations par les usagers, 9 au complet. Et ça engendre certaines conséquences, évidemment, de la perte de temps pour les intervenants qui font les demandes, pour la BI du réseau aussi qui traite la demande, et pour l'interprète, parce que sa demande est annulée. Ça fait qu'il y a des plages horaires qui auraient pu bénéficier à un autre usager, par exemple, qui sont inutilisées. Et on doit, en plus, replanifier la séance avec l'usager. Il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il y a, comme je l'ai nommé, des fois, aucun interprète disponible à l'ABI du réseau. Si on pense à certaines langues plus spécifiquement, comme le tamashek, le cambodgien et le rohingya, c'est des langues qui sont moins communes à l'ABI du réseau. Donc, on a recours à des fournisseurs externes parfois et d'autres banques disponibles au sein de la province et aussi à des fournisseurs privés qui sont évidemment plus coûteux que l'ABI du réseau. Donc, en bref, les données qu'on a recueillies nous montrent la pertinence de faire une démarche qui vise à structurer et aussi à harmoniser les pratiques existantes pour vraiment mieux soutenir les équipes et assurer, en fait, une qualité puis une sécurité des services et des interventions qui vont être rendues à la population allophone qui a besoin, évidemment, d'un service d'interprétariat. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec les raisons d'agir, qu'est-ce qu'on fait? On amène une belle équipe. Vous avez vécu les Olympiques? Là, c'est une équipe d'étoiles qu'on a réunie avec le projet. Donc, on a eu Mélie qui a eu le courage de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser ma trajectoire, mon continuum d'interprétariat pour arriver au but qu'on veut, avoir de l'accessibilité. On veut aussi diminuer, oui, un peu les coûts, mais on veut aussi que nos intervenants soient à l'aise d'utiliser les outils, donner des balises et tout. Donc, Mélie nous a lancé ensemble. Anne est une partie prenante importante. Christine, Lamia, Ken qui s'occupe de ça. Donc, vous avez les étoiles ici. Marie-Claude aussi qui soutient autour de ça avec Marie-Pierre là-dedans. Donc, ce petit groupe-là a réfléchi à cette solution-là qui va avoir beaucoup d'impact au niveau provincial en tant que tel parce que ce qu'on va développer, évidemment, peut être utilisé aussi ailleurs. Pour soutenir ça, Marie-Claude, qui est experte conseillère en transformation numérique. Donc, on veut avoir une intégration responsable dans nos milieux, autant pour nos intervenants que nos usagers. On veut ça. On veut quelqu'un en amélioration continue qui vienne voir le processus en tant que tel, qui nous challenge. On veut quelqu'un aussi de nos affaires universitaires qui vont s'assurer l'information qu'on va donner aux gens fait sens pour ces gens-là, donc de rendre ça plus tangible, plus concret pour les gens terrain. Puis, évidemment, si on parle de solutions numériques, ça nous prend un petit peu de technologie de l'information qui vient nous aiguiller parce que c'est quand même un univers, cet univers-là, beaucoup de règles, beaucoup de balises, beaucoup d'obstacles aussi, qu'on pourrait dire, autour de ça. Donc, c'est cette équipe-là qui a travaillé pour arriver à ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, le projet, comme Marie-Pierre disait, c'est d'intégrer des solutions numériques pour surtout s'attaquer à ce qui est non planifié, ce qui est ponctuel. Quelqu'un vient nous parler, il veut savoir il y a où le stationnement en Rohingya, c'est ça que tu disais? Mettons. Donc, comment on peut faire pour y répondre à ça? Donc, on veut les intégrer dans le continuum sans enlever le besoin au niveau des interprètes. On n'est pas là, c'est vraiment de venir compléter la solution, puis aussi de s'assurer qu'on a des outils sécuritaires. Donc, on avait 2 objectifs pour le projet. Oups, je pense que je suis à l'envers. Donc, offrir une réponse concrète aux besoins linguistiques non planifiés. Et de ça, on souhaite déposer un guide décisionnel pour les intervenants, mais aussi d'aller mesurer l'impact de ce que ça va faire. Donc, est-ce que nos gens sont plus heureux avec des balises? Est-ce qu'on sont plus heureux avec les solutions? Est-ce que nos usagers, ça fonctionne au niveau de leur satisfaction? Oui, aussi au niveau des coûts, on va regarder là, cet élément-là. Mais aussi, de voir ce qu'on développe, c'est bon pour nous, mais est-ce qu'on peut l'amener ailleurs, donc à travers le réseau, pour avoir les mêmes impacts tout partout? Donc, il y a des gens aussi avec nous. Dans le cadre du projet, plusieurs établissements de santé nous ont interpellés, Mauricie Centre du Québec, Montérégie-Ouest, l'Est de l'île. Donc, beaucoup d'intérêt de ces travaux-là avec nous. Quand je parlais d'un continuum, il est là. Donc, vous voyez traduction écrite, interprétariat à distance, interprétariat en présentiel. Donc, vous voyez tout ce qui est planifié, la ligne du haut. Ce qui est en vert, c'est qu'un service déjà existant et ça fonctionne.
avec les constats que Marie-Pierre vous exposait. Maintenant, on veut travailler ce qui est en dessous, donc tout ce qui est urgent, non planifié. Et il y a beaucoup, puis vous le voyez dans vos environnements respectifs, probablement que vous avez des outils sur votre téléphone déjà qui font ce travail-là. Maintenant, c'est comment, est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Quelles sont les balises qu'on utilise? Puis on peut le faire aussi pour l'interprétariat à distance. Il y a des outils déjà qui ont déjà été utilisés par certains centres, certains établissements. Je pense à Voice, où vous avez un device qui permet l'interprétariat en temps réel avec un vrai interprète à distance. Et le temps, si je me souviens bien, le temps de réponse était de 23 secondes à placer notre langue et avoir ça. Donc, ça existe. Les solutions sont là. Maintenant, c'est à nous de voir comment on les place dans le continuum puis comment on s'autorise à les utiliser et tout. Pour le projet, est-ce que ça va pour ça? Ce petit continuum-là, ça va? Pour le projet, 3 livrables clés. Donc, le premier, cadre décisionnel. Donc, avoir un cadre visuel avec un logigramme qui permet aux intervenants de vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'on s'attend d'eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme solution. Il y a eu un livrable assez important, c'est la recension de tout l'existant. Donc, recension de littérature, recension des outils existants, voir qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser, aller-retour avec les TI notamment pour voir tous les paramètres autour de ça. Au 31 mars, on a un livrable ensemble à faire, donc c'est de déposer les recommandations à Santé Québec. Donc là, on va l'expliquer plus tard, mais l'idée, là, c'est de déposer c'est quoi nos intentions et s'ils nous donnent le feu vert, après ça, on va pouvoir tester en milieu réel ces solutions-là pour qu'on puisse avancer. Donc, ça ressemble à ça pour les livrables. C'est important de nommer aussi, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais c'est un projet qui est financé aussi par Santé Québec. Donc, on a vraiment un mandat de Santé Québec pour ces livrables-là, dont le cadre décisionnel que je vais vous parler tout de suite. Le cadre décisionnel a été travaillé par Lamia et Marc-Claude. L'idée de ce cadre décisionnel-là, c'est vraiment de venir un peu poser les balises selon les meilleures pratiques, à savoir en fonction du contexte qui se présente, donc de l'usager qui se présente à nous, quelle solution on va recommander. Il y a 3 niveaux différents. Le niveau 1, c'est les rendez-vous qui sont prévisibles avec des enjeux complexes. La solution qui est recommandée, c'est les interprètes en personne. En niveau 2, c'est les besoins ponctuels urgents avec des risques cliniques qui sont élevés. Donc, la solution qui est recommandée ici, c'est des interprètes à distance. Et en niveau 3, c'est des situations qui sont sans complexité ou sans risque ou c'est plus dans un contexte administratif. Donc là, on pourrait utiliser des outils numériques de traduction par IA. S'il n'y a pas d'interprète disponible, tantôt, je parlais de l'urgence. L'urgence, ça ne veut pas dire que s'il y a une personne qui parle ni l'anglais ni le français qui se présente, qu'il va avoir un interprète. Donc, même si la solution recommandée serait l'interprète en personne, il faut venir aussi baliser un mode hybride en considérant que ce n'est pas optimal d'utiliser l'outil, mais c'est la seule option qui est envisagée dans le moment présent. Donc, un outil encadré, ça vaut mieux que l'improvisation et le risque peut être mitigé via la traduction par ces outils-là. Ici, vous voyez à l'arrière, c'est notre cadre décisionnel. Ce n'est pas le cadre décisionnel qui est final. Comme Éric l'a nommé, on est une équipe qui travaille sur ce cadre décisionnel-là. On a travaillé aussi avec les intervenants de la clinique des réfugiés et de l'urgence mineure du Jeffrey L pour voir est-ce que ça faisait sens pour eux, puis est-ce que c'était facile de comprendre l'outil. Il y a différents constats qui ont émergé et maintenant, pour le document final, si je peux l'appeler comme ça, on va être soutenu aussi par la DEAU, qui va vraiment venir nous aider à rendre encore plus l'outil visuel, concret, pour s'assurer qu'il soit effectivement utilisé sur le terrain, parce que c'est ça l'objectif au bout du compte. Recension des outils, ça, c'est un travail que Christine a réalisé. Il y a environ une vingtaine d'outils qui ont été recensés dans la littérature en fonction de différents critères, comme par exemple la sécurité et l'accessibilité, son potentiel d'évolution au fil du temps, ses différentes fonctionnalités, sa performance aussi. Il y en a plusieurs qui ont été éliminés. Donc, à la prochaine diapo, on va poursuivre et on va vous les présenter. Donc, en ce moment, on est en train de terminer tout ce qui est en lien avec l'informatique, la sécurité, parce que ça, c'est quand même un enjeu qui est assez important, tout ce qui est en lien avec la confidentialité aussi. Et on est en train de terminer aussi les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, qu'on appelle les EFVP dans notre vocabulaire.
Les prochaines étapes, ça va être de sélectionner les outils qui vont être testés en milieu réel. Il faut aussi considérer le coût. Il y a des outils qui coûtent très, très cher versus des outils qui sont plus accessibles. Puis c'est sûr que c'est quand même une demande d'avoir des outils qui sont accessibles d'un point de vue financier, sans compromettre la qualité quand même de l'interprétation qui est faite, de rédiger les lignes directrices d'utilisation et finalement former les équipes qui vont faire les tests en milieu réel. Comme Éric le nommait, au 31 mars, on fait les recommandations pour Santé Québec. Donc là, ça va, la grosseur, en fait, la portée des essais en milieu réel vont un peu dépendre du financement ou de la poursuite du projet avec Santé Québec. Mais à l'interne, on est en train de voir comment on va faire pour le mettre en œuvre tout de même, cette portion-là d'essais en milieu réel. Finalement, pour le recension des outils, il y a Canoe, Care to Translate, Interprefy qui est actuellement utilisé par 6 Montérégie-Centre, Montérégie, et DeepL Pro qui ont été un peu retenus là, pour l'instant. Vous voyez là, à l'écran, il y a différentes modalités. Comme si on prend Canoe. Canoe, c'est un outil québécois qui a été développé en collaboration avec le CIUS de l'Est de Montréal. Care to Translate aussi, qui est retenu. Interprefy, on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, mais en fait, c'est un outil qui est intéressant, mais qui est peut-être plus coûteux à ce moment-ci. Et DeepL Pro en traduction écrite. Et on a mis à côté les langues aussi dans lesquelles il y avait des traductions, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer, considérant la diversité des gens qu'on soigne ici au Québec. Donc, ça, c'est le petit chemin qu'on s'est donné, un petit chemin de notre parcours pour arriver à nos fins, nos livrables. Donc, vous voyez, phase 1, la phase de création, c'est à peu près terminé. Donc, ce qui s'est fait sur le cadre décisionnel, sur la sélection des outils, tout ça. Donc, ça, c'était fait. Il y a eu des sondages provinciaux faits pour récolter qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi, autant sur les cadres que sur les outils. Le logigramme est validé. Et là, on rentre dans la phase de construction des recommandations pour Santé Québec. Donc, tout ce qui touche nos recommandations préliminaires, comment on va bâtir les choses, validation auprès de la sécurité, conformité, qui n'est pas toujours un chemin facile. Je pense, hein, Christine, il y a beaucoup d'acronymes autour de cet univers-là. Donc, et ensuite, Ken travaille sur les protocoles d'essai. Donc, protocole d'essai et d'évaluation. Donc, on va se dire comment on les fait. Donc, les différents partenaires qui vont travailler avec nous, on veut un protocole similaire, un protocole identique pour que l'évaluation colle après. Puis l'idée, nous, au 31 mars, on dépose notre proposition à Santé Québec. Il y a un go, no-go. On croit que ça va prendre quelques semaines quand même avant d'avoir un go officiel. On voudrait démarrer en mai pour faire les pilotes. Les sites sont choisis, les sites sont là. Les gens on se fait contacter souvent pour dire quand est-ce que ça s'en vient, cette histoire-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt dans le réseau pour arriver à bien placer ces balises-là autour de ça. Donc, c'est un peu le plan de match. On parle de recommandations, à quoi ça ressemble. Donc, là-dedans, on va placer tous les résultats des sondages, la recension des outils, le cadre décisionnel, protocole d'essai, devis d'évaluation et aussi une hypothèse des impacts. Donc, on se dit, si les gens utilisent les choses comme on pense qu'ils vont les utiliser, qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi notre hypothèse? Donc, au niveau de satisfaction usagée, au niveau de nos gens, nos intervenants, aussi au niveau des coûts, voir c'est quoi nos hypothèses pour pouvoir les placer. Et tout ça, c'est fait avec des principes directeurs qu'on veut. On ne veut pas que l'IA remplace l'interprétation humaine. Vous l'avez vu que dans le continuum, il faut le faire à plusieurs égards. On est tenu de le faire à différents égards. On en a besoin. Priorité aux usages à faible risque. Donc, quand c'est moins risqué, stationnement et où la cafétéria, je peux-tu vous parler sur des choses moins cliniques? Bien là, prioriser les outils numériques autour de ça. S'intégrer à l'écosystème existant du réseau, qui est un écosystème qui devient de plus en plus ouvert. Avec ce genre d'initiative-là, on commence à l'ouvrir un peu plus et s'assurer que la couverture linguistique répond aux réels besoins de notre CIUS. Et on voit qu'on a des disparités de région en région. Donc, comment faire pour couvrir le plus loin possible? Puis, tester les outils avant de les mettre, avant de se lancer. Vraiment les tester auprès de nos usagers, auprès de nos gens aussi, là, pour être sûr que on ne met pas dans la machine une bébelle qui ne servira pas. Là. Ça serait le pire des cas. Et un petit mot sur la gouverne. Donc, on souhaitait le faire, CIUS Capital National, avant que Santé Québec entre dans le portrait. Santé Québec nous a vu aller. On dit, OK, on aimerait ça vous guider, on aimerait ça vous donner un petit financement et vous guider autour de ça. C'est bon.
Donc, tout juste à 13h30, on a justement un comité stratégique avec Santé Québec aujourd'hui, donc ça tombe bien. Vous nous direz si vous avez aimé la présentation, sinon, ben, on cancellera la réunion. Et on a un comité tactique qu'on gère les choses. On a vraiment une équipe de coordination au niveau CIUS et aussi avec Sismo, donc Montérégie-Ouest est avec nous aussi. Eux, il y avait beaucoup d'expérience sur le volet SN en milieu réel, donc ils peuvent nous guider aussi là, sur ça. Donc, plusieurs yeux, plusieurs cerveaux pour venir arriver à nos fins là-dessus. Et finalement, pourquoi le CIUS de la Capitale-Nationale? En fait, on vous a un peu parlé hein, du fait qu'on avait eu un mandat par Santé Québec. Le CIUS de la Capitale-Nationale a une diversité linguistique quand même assez importante. On a plusieurs communautés qui sont anglophones ou allophones au sein de notre région. Donc, c'est vraiment représentatif des enjeux qu'il peut avoir partout au Québec. On a aussi une expertise reconnue en accessibilité linguistique avec le Jeffrey L. et aussi notre programme d'accès qui a quand même un leadership là, institutionnel qui est bien établi. Et on a différents milieux cliniques. On a des CLSC, on a des CHSLD, on a des urgences, cliniques de santé des réfugiés. On a vraiment un vaste nombre de milieux. Et on a aussi des milieux tant en région urbaine que rurale, si on pense à Portneuf et Charlevoix, ce qui fait en sorte que c'est une belle représentativité aussi pour le reste du Québec qui, quand même, comporte plusieurs régions. On l'a aussi nommé cette responsabilité-là partagée. J'en ai fait part dans mon mot d'ouverture. Pour nous, c'est super important. Donc oui, le CIUS est bel et bien porteur de la démarche, mais on est accompagné par plusieurs partenaires, comme l'ABI du réseau, qui a vraiment une expertise linguistique et qui nous aide aussi dans la révision, par Santé Québec, avec qui on négocie les solutions IA, avec aussi les intervenants, je l'ai un peu nommé tantôt, mais les intervenants sont venus donner un peu une voix du terrain pour vraiment nous guider, pour s'assurer que les travaux qu'on faisait, ça répondait bel et bien aux besoins des intervenants. Aux organismes communautaires aussi qui offrent des services d'interprétariat et à l'ensemble des établissements du réseau de la santé avec qui on fait des collaborations. Et comme Éric le nommait, on a plusieurs appels, notamment dans les dernières semaines. Je pense que ça se fait sentir parce qu'effectivement, c'est quand même une dépense assez considérable pour le CIUS. Donc, on peut imaginer que c'est la même chose pour l'ensemble du réseau de la santé. Et toutes nous, on ne pourrait pas y arriver toute seule. Puis je pense que c'est vraiment ça qui fait la force du projet, c'est qu'on est vraiment une équipe mobilisée, engagée, puis nos collaborateurs sont vraiment importants et précieux pour nous. Donc voilà, ça faisait le tour de notre présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce moment-ci pour Éric ou moi. Oui. J'aurais peut-être un commentaire. Je trouve ça génial, ce qui est en train de se faire. C'est vraiment mobilisant. Puis, je pense que tantôt, la mienne, dans sa présentation, disait que ce qui travaille beaucoup, c'est l'agilité, la flexibilité. Puis là, je vais parler pour les services 24/7, mais quand un médecin a besoin d'avoir une conversation plus délicate avec les enfants, bien, qu'on a besoin d'un étiquette là, c'est souvent un défi. Puis des fois, ça se passe bien, mais d'autres fois, on n'y accède pas. Puis d'avoir un plan B qui pourrait être balisé, c'est quand même très intéressant. Parce que faut pas l'oublier, là, même si c'est pas balisé en ce moment, on l'a vu dans les sondages, c'est très utilisé. Les méthodes comme ChatGPT ou comme je le nommais tantôt, là, ces outils-là. Donc, c'est vraiment important de venir mettre un cadre puis de dire, tu sais, c'est quoi qu'on peut faire puis c'est quoi qu'on peut pas faire avec ces outils-là. On peut pas faire comme si ça existait pas, ça existe puis les gens les utilisent. Maintenant, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit bien utilisé? D'autres questions? Super, mais merci beaucoup. Merci beaucoup.